Pascal, à toi. Alors, en janvier 1988, puisque on est quand même là aussi pour parler de l'anniversaire d'une loi, Adrien Spinetta, en ouverture d'un colloque consacré à l'anniversaire des 10 ans de la loi du 4 janvier 1978, indiquait que les anniversaires sont une occasion propice pour tirer les leçons du passé, photographier le présent et supputer l'avenir. Je vais donc suivre son exemple en essayant de rassembler les souvenirs de presque 33 ans d'années de pratique dans un temps évidemment assez bref pour suivre un petit peu ce cheminement. Alors, compte tenu de la répartition des sujets, je me limiterai à l'évocation de la loi dans ses aspects assurance stricto sensu. Par contre, je traiterai de la loi au sens large, c'est-à-dire la loi du 4 janvier naturellement, mais aussi éclairée par ces textes d'application, décrets, arrêtés, clauses types qui sont parus tout au long de l'année 1978, mais je ne pense pas qu'on organisera des anniversaires pour ces textes secondaires néanmoins importants, donc je les prends dans leur globalité. Alors, nous allons, dans un premier temps, je vous propose de donner une photographie de l'actuelle application de la loi en examinant ce qu'il en reste après 40 ans d'activité. Et puis, dans un second temps, nous envisagerons l'avenir du texte, dans une partie plus brève. Alors, que reste-t-il des fondamentaux en matière d'assurance? D'abord, je dirais deux choses. Une architecture demeurée intacte, ou quasi intacte dans sa structure générale, et au terme d'une application jurisprudentielle qu'on juge parfois un peu maximaliste. Mais aussi, que reste-t-il? Je dirais que c'est aussi une architecture qui est parfois remise en cause. Alors, elle a été remise en cause parfois par le législateur lui-même, par les tribunaux, et d'une manière aussi relativement significative par la pratique. Alors, d'abord, une architecture demeurée intacte. Alors, elle a été pensée par un ingénieur dans un souci d'opérationnalité et dont toutes les dispositions, ou presque, sont d'ordre public, ce qui, à l'époque, était assez courant, car on se rappellera qu'à la fin des années 70, les grandes compagnies d'assurance étaient encore toutes nationalisées, que les conditions générales des assureurs, avant d'être mises sur le marché, devaient porter le visa de la direction des assurances, et que l'administration disposait, depuis l'ordonnance du 29 septembre 1945, du droit d'imposer des clauses types dans les contrats. Donc cette rigidité était dans l'air du temps. Elle était aussi une réponse à une situation catastrophique à l'époque. Et au terme du rapport de M. Paul Pillet, qui était le rapporteur de la commission des lois du Sénat, il apparaissait que l'usager est mal protégé, tout d'abord en raison des difficultés qu'il rencontre dans la détermination des responsabilités et aussi en raison de la sous-assurance notoire du secteur. François Malan a donné quelques chiffres en introduction sur la situation qui explique donc cette loi. Alors, cette architecture, donc, quelle est-elle déjà dans son texte? Il s'agissait, au terme même d'Adrien Spinetta, dans l'unique chronique peu connue qu'il a jamais écrit sur sa loi elle-même, je ne parle pas de rapport et autres, mais du commentaire qu'il a fait de sa propre loi, c'était de conduire une véritable socialisation des risques qui ne consistent pas à soustraire l'auteur d'un dommage à la responsabilité de son acte, mais à offrir à la victime la garantie d'une réelle indemnisation rapide et complète. Il disait encore « L'automaticité de la réparation étant satisfaite par une assurance de dommages souscrite par le maître d'ouvrage et jouant le rôle de préfinancement des désordres, la sanction des responsabilités étant recherchée au moyen de la police de responsabilité personnelle des différents participants. » Alors, quelques éléments de contexte étant rappelés, la loi se présentait finalement sous trois axes, elle se présente toujours d'ailleurs sous forme de trois axes principaux, sous la forme d'abord d'une assurance obligatoire pour l'ensemble des travaux de bâtiment, y compris à caractère industriel, nonobstant d'ailleurs l'avis d'Adrien Spinetta à l'époque, mais on l'appelle toujours loi Spinetta, on oublie quand même, quand on regarde les travaux préparatoires, que les députés, les parlementaires ont fait évoluer le projet dans des sens qui sont assez importants, et notamment l'ajout des bâtiments industriels, parce qu'à l'origine, il était question uniquement de l'habitation. Donc, effectivement, assurance obligatoire pour l'ensemble des bâtiments à l'époque, une assurance obligatoire
évidemment pour les maîtres d'ouvrage, pour l'aspect préfinancement, et aussi pour les locataires d'ouvrage partiels, puisqu'elle exclut naturellement les sous-traitants. C'est une assurance dont la souscription est obligatoire, et c'est une assurance pour laquelle les assureurs ont aussi une obligation de délivrer, ce qui était et reste assez rare. Donc le caractère obligatoire est très marqué dans cette loi. C'est aussi une assurance dont les principales articulations sont régies par des clauses types. Des clauses types auxquelles il est interdit de déroger et qui sont réputées figurer dans tous les contrats. Alors, ces clauses types, elles avaient vocation à plusieurs choses. Une réparation rapide des désordres préalable donc, à toute recherche de responsabilité grâce à un dispositif de préfinancement. Et là, on voit le caractère. La loi d'ingénieur, c'est que c'est un préfinancement. Ce n'est pas simplement des mots. Ce préfinancement est encadré par des délais et son non-respect par l'acquisition automatique des garanties. Ce qui avait déjà un côté révolutionnaire à l'époque et il l'a toujours aujourd'hui, parce que c'est assez unique dans notre droit des assurances. Ces clauses types, elles prévoient aussi une réparation intégrale du désordre matériel engageant ou de nature à engager la responsabilité décennale. Et c'est une garantie qui ne comporte aucune condition, ni pratiquement aucune exclusion. Ce qui conduisait à peu près à la superposition quasi totale dans le secteur obligatoire de la responsabilité décennale et de sa couverture assurance. C'était aussi une réparation assurée dans le cadre de garanties pérennes. La clause type prévoit en effet le maintien des garanties pendant 10 ans ou pendant toute la durée de la responsabilité. Alors ce n'était pas l'état initial, d'ailleurs on l'a un peu oublié, de la loi Spinetta, elle est née un petit peu dans les convulsions, il a fallu 4 ans pour qu'on arrive véritablement à cette pérennité. Le texte au départ, comme souvent en France, était un texte qui prévoyait dans le principe une pérennité, mais qui n'avait pas organisé le mode de financement adéquat, ce qui fait que pendant les 4 premières années, le côté pérenne n'était pas forcément toujours au rendez-vous. C'est aussi une loi qui est une loi qui maintenait le principe de responsabilité des constructeurs par le biais de la franchise obligatoire, par le biais aussi dans les clauses types de la notion de déchéance de garantie dans un certain nombre de cas. Alors cette architecture, elle a été mise en œuvre par 40 années de jurisprudence. En fait, ces 40 années de jurisprudence ne sont pas, comme on l'entend dire parfois, autant de dérives. Elles sont aussi venues, cette jurisprudence est aussi venue accentuer certains aspects de la loi. Le préfinancement, par exemple, c'est le préfinancement en effet en toutes circonstances, y compris dans des cas où le recours n'est pas forcément assuré. C'est les fameux 3 angles morts du préfinancement. Le préfinancement, il doit être véritablement rapide, à tel point, à telle enseigne que la jurisprudence est venue parler, au-delà, en cas de non-respect du délai pour préfinancer, de véritables déchéances. Ça, c'est des termes de la jurisprudence. C'est un préfinancement qui doit être totalement réparatoire, et la jurisprudence est mieux rappelée, sans déduction de vétusté, sans possibilité d'invoquer des absences d'ouvrage. Elle est aussi venue rappeler plus récemment que c'était une réparation qui devait être efficace et pérenne. Dans les premiers temps de la loi Spinetta, ce n'était pas forcément toujours le cas. Et puis, le corollaire d'ailleurs de tout cela, c'est que la jurisprudence est venue dire aussi que dans ces conditions, les indemnités devaient être affectées à la réparation. Voilà l'architecture telle qu'elle est encore aujourd'hui appliquée après 40 ans de jurisprudence. C'est une architecture qui, malgré tout, selon moi, a été remise en cause sur un certain nombre de points par le législateur, par la jurisprudence, par la pratique. Alors, par le législateur, par la loi, donc, on a remis en cause l'amplitude de l'obligation d'assurer et de s'assurer. D'abord très tôt, par une loi un peu passée inaperçue, en 1989, tout simplement en soustrayant une partie de la maîtrise d'ouvrage public. À l'origine, Adrien Spinetta, d'ailleurs, était favorable à cette idée, mais les parlementaires s'y étaient opposés et souhaitaient au départ que toute la maîtrise d'ouvrage public soit soumise par l'État à cette obligation d'assurance. Et puis, en 1990, on a soustrait toute la maîtrise d'ouvrage public hors l'État, et puis aussi les grands risques. Ce qui fait qu'on est venu diminuer la mutualité de l'obligation d'assurance, ce qui n'était pas forcément une bonne chose.
Et puis, on a aussi modifié les termes du champ d'application de cette loi. Après, là, c'est un modèle du genre. Alors là, pour le coup, après 10 ans de concertation et que tout le monde se soit mis d'accord, on a modifié le champ d'application, en tout cas la manière dont on le définissait, non plus par une définition positive, par le terme de travaux de bâtiment qui formait la limite du champ d'application de l'obligation d'assurance, mais par une liste d'ouvrages qui étaient exclus. Mais curieusement d'ailleurs, on limitait donc dans cette liste, on excluait donc un certain nombre d'ouvrages, et puis l'application pratique aujourd'hui conduit d'ailleurs à revenir sur l'intention d'origine des rédacteurs de cette liste, puisqu'on est ici à Marseille. Il est toujours plaisant de rappeler que ce qui avait été à l'origine de cette modification, c'était le fait d'avoir intégré dans les ouvrages soumis une station enterrée du métro de Marseille. Et puis on s'aperçoit que finalement, quand on applique cette liste aujourd'hui, eh bien, on va finalement en faire sortir les stations de métro enterrées. Bon, voilà, ça, l'infortune du texte. Remise en cause aussi, passé inaperçu en 1992. Ça, c'est quelque chose de... On fait un petit peu d'archéologie et d'histoire. En 1992, on a supprimé quelque chose qui aurait été bien utile plus tard, à savoir qu'à l'époque, l'obligation d'assurance sanctionnée par le BCT avait une limite. Le BCT pouvait, dans certains cas, n'obliger ou ne contraindre un assureur qu'à une couverture partielle. Il y avait cette phrase qui disait « Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur sollicité, ce dernier ne peut n'être tenu qu'en couvrir une partie seulement ». Et puis on a abrogé ce texte en 1992, et puis en 2008, en 2006, l'amendement Mercier a partiellement rétabli cette possibilité de plafonner l'obligation d'assurance, mais pas pour l'aspect habitation. Et puis, il y a eu aussi des remises en cause concernant, plus ou moins volontaires d'ailleurs, opérées là aussi par la loi de 89, sur les délais pour réparer, mais aussi sur les contraintes qui étaient posées aux assureurs quand on ne respectait pas ces délais, puisqu'à l'époque, quand on ne respectait pas les délais pour proposer une indemnité, il y avait une sanction très lourde qui était la libre appréciation par l'assuré. Et puis en 1989, on a remplacé par la réparation nécessaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et est venu émousser un petit peu les sanctions voulues par la loi. Et puis, on est revenu aussi par des voies d'arrêté sur la déchéance applicable aux entreprises en matière de RC décennale, puisqu'au départ, on admettait que la déchéance s'applique pour l'inobservation volontaire ou inexcusable. Et aujourd'hui, on ne l'applique plus pour l'inobservation inexcusable, ce qui évidemment est une hypothèse beaucoup plus rare, et donc ce qui rend un peu applicable cette déchéance. Il y a eu aussi des remises en cause jurisprudentielles. Alors la remise en cause jurisprudentielle la plus célèbre qu'on connaisse, évidemment, c'est la dénaturation de la notion de bâtiment qui servait de limite à l'obligation d'assurance, et l'ordonnance de 2005 est revenue sur ce sujet. C'était aussi la dénaturation qui conduisait à intégrer les dommages affectant les existants dans les réparations dues au titre des garanties obligatoires, à la suite du fameux arrêt Chirignan. L'ordonnance de 2005 est revenue sur cette dérive. Malheureusement, aujourd'hui, il semblerait qu'à nouveau, on connaisse la même dérive depuis 2017 en matière d'assurance notamment, puisque à nouveau, on en revient à appliquer les assurances obligatoires pour des dommages affectant les existants, soit parce qu'on refuse carrément d'appliquer l'ordonnance, soit parce qu'on l'applique de manière un peu dénaturée et qu'à la notion d'ouvrage incorporé devenu indivisible a fait place la notion de simplement existant devenu indivisible, ce qui évidemment multiplie les hypothèses d'existence soumises aux garanties obligatoires. Et puis il y a aussi les tentatives de remise en cause par le marché lui-même de cette loi Spinetta. Alors on peut dire comment est-ce possible puisque c'est une loi d'ordre public. Évidemment, c'est une loi d'ordre public, donc on ne peut pas rajouter d'exclusion, on ne peut pas créer de conditions de garantie. Alors on a été pioché dans le droit commun de l'assurance. Et pour m'intéresser, comme chacun sait, beaucoup aux textes qui nous sont soumis et présentés, on dit toujours la dommage ouvrage. Quoi de plus commun qu'une dommage ouvrage? C'est les clauses types, elles sont toutes pareilles. Ce n'est pas tout à fait exact. On observe dans l'application des textes sur les garanties obligatoires qu'il y a eu tout un mécanisme contractuel qui s'est mis en place avec le temps pour essayer d'atténuer cette impossibilité d'introduire des exclusions ou des conditionnements de garantie. Et c'est
toute cette pratique de pseudo-déclaration de risque qui sont plus des incantations sur les conditions d'exécution des polices, pas des travaux par les constructeurs que de véritables déclarations de risque, mais auxquelles on entendrait finalement faire jouer le même effet que des conditions ou des exclusions. Donc c'est la restauration, je dirais, de manière un peu indirecte des conditions prohibées par la loi Spinetta et ses textes d'application. C'est d'autant plus surprenant qu'à l'origine, dans la loi Spinetta, il y avait une notion de responsabilisation des acteurs, des constructeurs eux-mêmes en cas de faute, et pas spécialement de celui qui devait bénéficier du préfinancement. Ce sont ces stipulations qui entendraient remplacer les déclarations de risque par des mètres cubes de documents transmis par les assurés. Ce sont ces confusions sur la notion d'aléa qu'on a vite fait de voir disparu alors qu'il est simplement amoindri. Ce sont parfois ces polices qui font fleurir des exclusions pures et dures en marge des textes sur les sous-sols inondables ou autres. Donc, il y a une remise en cause un peu larvée, pas toujours bien connue de tous, mais qui existe, qu'on rencontre dans la pratique. On la rencontre dans des exemples qui étaient consacrés à la dommage ouvrage à l'instant. On la rencontre aussi dans les polices concernant la responsabilité décennale, puisque on voit par exemple l'utilisation de la jurisprudence sur les activités en matière de RC décennale c'est la jurisprudence finalement qui est venue mettre en avant l'idée d'objet de la garantie. La garantie est définie par son objet c'est de couvrir une activité, et donc effectivement si on n'est pas dans l'activité, on n'est pas dans les garanties. Cette jurisprudence-là aussi a donné lieu à un certain nombre de débordements, parce que dans l'activité on a voulu introduire certaines notions de techniques mises en œuvre ou de montants de travaux sur lesquels s'exerce l'activité. La jurisprudence, là pour le coup, il met le haut là, mais dans la pratique contractuelle, on voit toujours régulièrement des activités définies par leur technique ou limitées par le montant de chantier sur lequel elles s'exercent. Et puis, on a vu même certains assureurs prétendre, après avoir délivré une garantie dans le cadre d'une police d'abonnement, que l'année suivante, la garantie avait disparu parce que l'assuré n'avait pas déclaré son chantier. On a vu les problèmes de fractionnement de primes dans les polices d'abonnement. Bref, à chaque fois, des occasions pour revenir sur cette pérennité pourtant voulue dans l'esprit de la loi Spinetta comme dérogatoire au droit commun. Voilà, on a vu aussi des circonstances extrêmes où on résiliait des polices dommages ouvrages ou des polices PUC. Bon, voilà, c'est des pratiques extrêmes qui, pour moi, sont des remises en cause de l'esprit et de la lettre. C'est une vision un peu pessimiste, mais réaliste aussi d'une certaine forme d'application. Alors, quel avenir pour ce texte? Alors, on va, je crois, en parler plus largement après. Faut-il réformer la loi Spinetta? Alors d'abord, pourquoi on serait tenté de la réformer? Alors, il y a le serpent de mer, on va en parler largement des résultats de la branche. Ce n'est pas tout à fait nouveau ce sujet des résultats, parce que à partir du moment où on a ouvert l'assurance construction dans le champ concurrentiel, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est vrai qu'on a connu, comme tous les effets de concurrence, des courses à la baisse des tarifs, et naturellement, baisse des tarifs dans des secteurs où on est dans la capitalisation, ça peut entraîner quelques problèmes. J'observe quand même que ça ne décourage pas l'arrivée de nouveaux acteurs. Je ne parle pas des acteurs un peu particuliers qu'on connaît tous, mais des acteurs qui ont pignon sur rue et qui se lancent dans ce secteur, ce qui prouve que malgré tout, les résultats sont ce qu'ils sont, mais il y a encore, le marché a de l'appétit pour cette branche. C'est vrai qu'on serait tenté de réformer aussi à cause des difficultés posées, l'amplitude des risques ou l'occurrence des risques avec les nouvelles technologies, évidemment, tout ce qui est photovoltaïque. On sait que les assureurs ont connu quelques déboires même très importants pour certains à propos du photovoltaïque. On subodore que les technologies de maisons connectées, de maisons intelligentes pourront réserver aussi quelques surprises. Surtout qu'un certain nombre d'acteurs qui vont se trouver dans l'emprise de la loi Spinetta, parce qu'ils collaborent à la construction de l'ouvrage, ne sont pas forcément prévenus de cette situation, parce qu'ils se considèrent comme des informaticiens ou des gens qui n'ont rien à voir avec la construction, alors qu'ils installent leurs petits dispositifs informatiques sur des bâtiments. Et puis aussi, il y a toujours le péril classique de la non-qualité qui est récurrent et qui, naturellement, n'est pas forcément bon pour les résultats.
Je conclurai aussi sur les périls moins connus mais importants des coûts de gestion qui sont générés par l'absence de fluidité, enfin, c'est ma vision un peu des choses, née d'une complexité abusive de l'application de cette loi. Les coûts de gestion, pour moi, sont anormalement amplifiés par toutes sortes de tracasseries anciennes, qui fait que cette loi, qui était très novatrice, finalement, aujourd'hui, est appliquée encore de manière un peu obsolète, un peu conservatrice. Et j'en veux pour un seul exemple, l'affaire des attestations d'assurance. On voit qu'il a fallu quand même attendre presque 38 ans pour qu'on règle partiellement la question. Et que encore aujourd'hui, moi je vois concrètement dans le quotidien de l'activité d'un courtier, le temps passé à valider les attestations, les allées et venues pour obtenir des attestations valables alors qu'on est dans un secteur d'assurance obligatoire avec des garanties obligatoires et donc normées par des clauses types. Et pour moi, ces coûts de gestion là aussi ne sont pas pour rien dans les mauvais résultats. Et puis enfin, il y a quelque chose que je n'hésiterai pas à appeler de péril, qui est lié à la LPS. Pour moi, ce n'est pas la LPS naturellement qui est un péril, mais c'est l'utilisation qui en est faite par certains acteurs. Alors la LPS a été l'occasion de voir l'irruption d'un certain nombre d'intermédiaires intervenant principalement comme mandataires des assureurs qui, tels des caméléons au gré des événements, changent de raison sociale, de domiciliation, passant et repassant les frontières, un jour ici, un jour ailleurs. Des intermédiaires qui représentent des assureurs installés dans différents pays, très lointains souvent, parfois pris de passion par l'assurance construction obligatoire à la française, parfois recopiant avec peine et même avec des fautes d'orthographe nos clauses types, et qui aujourd'hui connaissent quelques déboires qui risquent de nous coûter à tous très cher. Donc, effectivement, ça aussi, c'est une forme de péril, mais je tiens bien à dire que ce n'est pas un péril né de la LPS, c'est un péril né de, je dirais, la captation de la LPS par un certain nombre d'acteurs. Faut-il réformer? Très brièvement, je pense que les intervenants qui vont suivre vont peut-être se prononcer davantage sur le sujet. Moi, j'ai toujours une crainte sur les réformes parce qu'elles ont parfois laissé des mauvais souvenirs. Elles ont été faites parfois à la rate ou sans concertation. Ce n'est pas le cas de l'ordonnance du 8 juin, qui était un modèle de concertation, mais d'autres, comme le plafonnement, comme l'amendement Mercier, comme la loi de 89 dont je vous parlais tout à l'heure, comme la suppression de la possibilité pour le BCT de limiter l'obligation d'assurance dans certains cas d'ouvrages un peu particuliers. Bref, il y a un certain nombre de réformes qui ont laissé des mauvais souvenirs. Et je pense que si on s'engage dans cette voie-là, il faudra le faire vraiment dans la concertation, prendre le temps de faire les choses, et si on veut vraiment arriver à un résultat admis par tous. Faut-il réformer? Donc, ce sera ma conclusion. Oui, peut-être, sans doute, mais avec la concertation nécessaire et dans un esprit de transparence avec tous les acteurs concernés. Je vous remercie. Merci Pascal. Alors, Monsieur Giraud, vous qui êtes effectivement à la manette quand effectivement le sinistre débouche sur un contentieux,